Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous ouvrez avec nous, Damien Abad, la 32e saison. Alors, crise sanitaire, plan de relance, insécurité et crise de l'autorité, est-ce la rentrée de tous les dangers pour le pouvoir? Et puis, comment en tout cas redonner confiance en Français, éviter le chaos sanitaire, économique et social, et quid de la stratégie des Républicains, votre parti? Comment la droite entend-elle s'opposer au gouvernement et préparer la présidentielle de 2022? Mais pour commencer, Damien Abad, si vous le voulez bien, ce qui fait encore l'actualité de ce week-end, la députée insoumise Danièle Obono représente un esclave noir enchaîné par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, Damien Abad? Je trouve que c'est humiliant, c'est dégradant et inutilement polémique. Et je pense que très clairement, on peut faire passer des messages, on peut expliquer des faits historiques qui sont indéniables sans pointer du doigt tel ou tel député. Et je regrette profondément tout simplement ces caricatures et la manière dont Madame Obono a été mise en scène. Vous dites humiliant, dégradant. Vous dites humiliant et dégradant, inutilement polémique. Est-ce que c'est raciste? Parce que c'est ça la question. Non, je ne crois pas que la volonté des rédacteurs de Valeurs Actuelles était de faire quelque chose de raciste. Ça a été pris comme ça. Ça a été pris comme ça par l'immense majorité de la classe politique et bien entendu par Danièle Obono et ses proches. Oui, mais vous savez, je crois que honnêtement, c'est dégradant, c'est humiliant. Ce n'est pas correct vis-à-vis d'une députée. Après, je crois que la volonté des directeurs de la publication n'était pas de faire quelque chose de raciste, c'était de faire passer un message. Simplement, ils se sont trompés dans la manière de faire passer ce message. Il y a une excuse, je crois, personnelle qui a été adressée à Madame Obono, et je pense effectivement qu'il faut que chaque parlementaire, chaque député soit respecté, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, et quel que soit tout simplement son sexe. Alors, par rapport à la polémique, comme vous dites, entre Danièle Obono et Valeurs Actuelles, est-ce que vous conseillez à Danièle Obono de porter plainte contre Valeurs Actuelles, puisque la députée France Insoumise de Paris s'interroge sur cette éventualité? Non, vous savez, je préfère toujours qu'on règle les problèmes comme cela et les polémiques directement, entre guillemets, d'homme à homme. Après, c'est la responsabilité de Madame Obono, c'est son choix, c'est sa décision, elle lui appartient. Je pense qu'on a besoin en tout cas d'éclaircissement. On a besoin aussi d'éviter ces dérapages et ces dérives, tout simplement parce que la société française est déjà suffisamment fracturée, fissurée, qu'on n'a pas besoin de raviver en permanence les braises. Qu'est-ce que ce choix de Valeurs Actuelles, donc qui est l'hebdomadaire de la droite libérale et conservatrice, dit Damien Abad de l'état de la France? En clair, n'est-ce pas aussi le signe d'une droitisation, voire d'une extrême droitisation de la droite? Non, je ne crois pas. Vous savez, je ne ferai pas partie de ceux qui vont jeter l'opprobre sur Valeurs Actuelles, qui est un journal sérieux et qui fait un certain nombre d'articles avec des convictions qui font affirmer, assumer. Je ne partage pas toutes les convictions qui sont mises en Valeurs Actuelles, notamment lorsqu'on a eu le débat sur la bioéthique, mais il faut leur reconnaître au moins cette transparence et cette volonté d'avoir un magazine avec des convictions. Ensuite, je crois qu'au-delà de cela, bien entendu, il y a aujourd'hui une France qui est en attente de résultats, une France qui, je ne crois pas à la droitisation des esprits, je pense simplement qu'il y a parfois des excès de langage, parfois aussi des femmes et des hommes qui se laissent aller à une sorte de racisme, ce qui n'est pas le cas là, mais un certain nombre de lecteurs, bien entendu. Et donc, moi, ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que ce genre de polémique est totalement inutile, déplacé quand on voit la profondeur de la crise sanitaire, économique auquel les Français doivent faire face. On va en parler. Vous dites droitisation des esprits. Est-ce que c'est pas, à travers Valeurs Actuelles, une lepénisation des esprits, puisque l'hebdomadaire prône une alliance entre la droite et l'extrême droite, entre LR, votre parti, et le Rassemblement national? Lepénisation des esprits. Voilà un désaccord profond que j'ai avec celles et ceux qui en appellent à l'union des droites. Je pense que l'union des droites est une chimère, elle serait mortifère pour la droite républicaine et qu'il nous faut un cordon infranchissable, imperméable, avec Madame Le Pen et ses amis. La réalité, c'est qu'on ne pense pas comme eux. La réalité, c'est que le Front National a toujours voulu faire tomber la droite républicaine, qui ne veulent pas gouverner. On a vu l'incapacité et les incompétences de Madame Le Pen en permanence. Et donc, moi, je suis de ceux, en tout cas, qui mettront toujours ce cordon ombilical essentiel entre la droite et l'extrême droite. Alors on en vient, Damien Abad, à ce qui fait l'actualité de ce week-end, mais qui fait l'actualité de française depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la crise sanitaire. Est-ce que d'abord les décisions prises par le gouvernement en cette rentrée 2020, aussi bien dans l'espace public, dans les entreprises ou au niveau de l'éducation nationale, vont dans le bon sens?
Et on va préciser les choses. Port du masque obligatoire dans l'espace public, dans certaines grandes métropoles où le virus a progressé de façon exponentielle pendant l'été. C'est le cas à Paris, à Marseille ou à Strasbourg. Des opérations de dépistage en augmentation significative. Et puis il y a aussi cet appel à la responsabilité des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi, j'en appelle au gouvernement à ce qu'il applique la règle des 3 C, clarté, cohérence et constance. On l'a vu sur le port du masque. On nous a dit quand même en pleine épidémie, au mois de mars, que le port du masque était inutile pour le grand public. Aujourd'hui, c'est une volte-face maintenant. Je dis simplement, c'est pas parce qu'on a sous-estimé la crise au début qu'on doit surréagir aujourd'hui. Attendez, Damien Abad, est-ce que vous trouvez qu'on surréagit, que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron surréagisse aujourd'hui ? Je trouve que parfois, il y a un certain nombre de surréactions qui peuvent apparaître disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Ce que nous souhaitons, et nous, chez les Républicains, nous avons eu cette constance. Nous avons dit, le port du masque est utile. Il le faut dans l'espace public. Nous avons dit, il faut que tous les enseignants, y compris les enseignants des écoles maternelles, portent le masque. C'est très important pour que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions pour nos enfants, parce qu'il faut cette rentrée scolaire. Et ça a été dit par Jean-Michel Blanquer. Oui, il l'a dit. Mais il a mis du temps à adapter ce protocole sanitaire, parce que ce protocole sanitaire a été adapté simplement quelques jours pour que tous les enseignants puissent simplement aujourd'hui s'en accommoder. Une chose sur les entreprises. Je pense que les entreprises n'ont pas attendu le gouvernement pour imposer le port du masque, notamment dans les zones où il y a de la circulation. Je pense aux open space, d'autres zones. Donc simplement, il faut de la clarté et éviter des incohérences. Incohérences qu'on a connues cet été à Paris, par exemple, quand vous étiez dans un arrondissement, vous deviez porter le masque obligatoirement à l'extérieur, traverser la rue, le trottoir d'en face, vous n'avez pas besoin du masque. Donc il y a besoin de cette clarté, cette cohérence pour retrouver et redonner de la confiance. Alors vous dites qu'on a besoin de cette clarté, cette cohérence pour retrouver la confiance. Je lis cette interview de Rachida Dati ce matin dans le Parisien. Est-ce qu'elle a raison de dire, en se basant sur, dit-elle aujourd'hui, donc des avis scientifiques, que le port du masque n'est pas utile en extérieur ? Est-ce qu'elle a raison, Rachida Dati, de dire ça ? C'est l'inverse de ce que vous venez de dire. Ouais. Oui, je pense que le port du masque, dans certaines situations, est utile à l'extérieur. Quand vous avez, par exemple... Non, dans certaines situations, ou généralisées, comme c'est le cas à Paris, à Marseille ou à Strasbourg. Et dans d'autres métropoles. Je pense que dans les grandes villes, là où il y a du brassage de population, dans les grandes villes, il est important d'avoir ce port du masque, y compris à l'extérieur. Quand vous êtes dans une rue à Paris ou quand vous êtes sur la promenade des Anglais, par exemple, à Nice, je pense que là, il y a beaucoup de monde qui se croise et donc le masque est utile. Je le dis simplement, bien sûr, quand on est en forêt, quand on se balade dans un village, on n'a pas besoin du port du masque. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Je pense aussi qu'on infantilise un peu trop les Français. On les infantilise, on les prive de liberté, on les infantilise, et je pense que chacun doit être responsable, parce que la réalité, c'est qu'il en va de la santé de tout le monde. Et quand il n'y a pas de responsabilité, il doit y avoir la sanction. Comme j'ai vu hier, par exemple, qu'il y a une rave party qui allait se tenir dans la Creuse, je crois. Bien, c'est ce genre de choses que les Français ne comprennent pas. Pourquoi à eux, on les oblige de porter le masque, et en même temps, on va autoriser des rave parties de 500 ou de 1000 des rassemblements. C'est plus un respect des gestes barrières ni de distanciation physique. Donc, c'est ce 2 poids 2 mesures-là qui n'est pas acceptable. Alors, il y a la crise sanitaire et puis il y a aussi la crise économique et sociale à venir, ou une crise économique et sociale qui a déjà commencé. Est-ce que le plan de relance que le gouvernement va préciser le 3 septembre, mais on connaît déjà les grandes lignes, à savoir 100 milliards de dépenses nouvelles hors budget, à étaler sur 2 ans, est-ce que ce plan de relance va dans le bon sens, Damien Abad ? Oui, il va dans le bon sens. Il va dans le bon sens parce que il encourage la baisse des impôts de production qui est nécessaire pour permettre de défendre la compétitivité des entreprises et donc l'emploi. Donc, on précise les choses, baisse des impôts de production de l'ordre de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, ce qui est une baisse conséquente et importante, bien entendu, et il va dans le bon sens aussi par rapport à l'emploi des jeunes. Mais je le dis, il y a 2 problèmes dans ce plan de relance. Le premier, c'est qu'il est tardif. Par rapport à d'autres pays européens, il apparaît tardif. Moi, j'aurais préféré qu'il soit engagé voté dès la fin de l'été pour être mis en œuvre le plus rapidement possible, parce que l'urgence économique sociale, elle est maintenant. C'est maintenant que ça se joue pour les entreprises, au mois de septembre, octobre, novembre. Là, on le sait, on va le voter dans le cadre de la procédure budgétaire, et donc on aura une mise en œuvre qui sera malheureusement assez tardive et lointaine. Et le deuxième problème de ce plan de relance, c'est qu'il est très axé sur la dépense et le budget. Mais je pense aussi qu'un plan de relance ne peut pas appeler à ce qu'on appelle une politique monétaire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui
que ce plan de relance il soit coordonné en Europe, il soit fait en coordination avec la Banque centrale européenne pour éviter que cet argent, ces 100 milliards d'euros qui vont être injectés, ne partent en fumée, par exemple, parce que l'euro gagnerait de la valeur par rapport au dollar. C'est ce qui est fait a priori en Europe à travers notamment l'axe franco-allemand. Oui, mais je crois qu'il faut des garanties, des certitudes. On l'a vu aussi sur le plan de relance européen qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur la manière dont il se fera financer. Est-ce qu'on aura un impôt nouveau qui pèsera sur les Français? Quelles vont être les ressources qui vont être mises en place? Bref, tout ceci, nous disons clairement à droite, le plan de relance doit se faire avec des baisses d'impôts, doit se faire avec des dépenses qui aillent dans des secteurs à forte valeur ajoutée et surtout avec des priorités. Et pour nous, les priorités, elle est double. C'est l'emploi des jeunes. Et nous proposons d'aller plus loin que le gouvernement pour alléger de toute charge sociale l'emploi des jeunes jusqu'à 4,5 SMIC. Jusqu'à 4,5 SMIC. Des charges sociales. Oui, jusqu'à 4,5 SMIC, Frédéric Gaillard, pour une raison très simple. C'est que les jeunes diplômés, ils sont aussi en souffrance sur le marché du travail. Et que quand vous limitez la mesure à 1 SMIC ou 2 SMIC, vous avez des trous dans la raquette et vous avez des jeunes diplômés qui ne sont pas concernés par cette mesure. Et je pense que c'est une grave erreur. Alors, Damien Abad, deux autres thèmes dominent cette rentrée 2020, ceux de l'insécurité et celui de l'autorité. L'État a été marqué par un climat de violence, avec de nouveau des agressions contre des élus, contre des policiers, contre des pompiers, mais aussi, on l'a vu, des heurts entre gangs liés au trafic de drogue dans des quartiers, ou encore ce déchaînement de violence auquel on a assisté le week-end dernier aux Champs-Élysées. Est-ce que, comme ont pu le dire certains commentateurs ou certains sociologues, c'est une conséquence de la séquence confinement-déconfinement, ou est-ce plutôt le signe, comme l'a affirmé Gérald Darmanin, d'un ensauvagement de la société? Je crois qu'il y a une dérive, une défaillance de l'autorité de l'État, un désordre thermique qui s'est installé dans ce pays et qui est bien plus profond que la question du confinement et déconfinement. La réalité aujourd'hui, c'est que jamais la France a été aussi violente. Vous en êtes sûr? Jamais il n'y a eu autant d'attaques. Oui. Oui, bien sûr. Les attaques, quand on regarde les chiffres de la délinquance, quand on regarde les violences physiques, les agressions, elles n'ont jamais été aussi nombreuses. C'est ça la réalité, c'est la réalité d'une insécurité permanente et d'un challenge qui est mis de l'état de droit en permanence. Et vous dites quoi? Cette banalisation de la violence, pour reprendre le terme du président, c'est la faute à Macron ou c'est la faute à la société? Ou c'est la faute aussi à tous les gouvernements qui sont succédés depuis 10, 20 ou 30 ans? Il y a quand même une responsabilité très claire de ce gouvernement. On voit très clairement que le « en même temps » en matière de sécurité conduit à l'échec. Et que, moi, j'assume les termes d'ensauvagement de la société française. Je pense effectivement qu'il y a malheureusement aujourd'hui un ensauvagement. Et je ne prendrai pas une prudence dessus pour ne pas dire les choses très clairement. Parce qu'on a besoin d'abord de mettre des mots sur le mal français. Et ensuite, il nous faut surtout des actes. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là aujourd'hui où le compte n'y est pas. Et c'est là où effectivement la sécurité sera certainement l'épine du pied de ce gouvernement et de ce quinquennat. Et très clairement, on voit que les résultats sont pas au rendez-vous parce qu'il y a une hésitation permanente et coupable qui fait que la France est dans un état d'insécurité permanente. Alors on va poursuivre là-dessus. Emmanuel Macron déplore donc ce qu'il appelle une banalisation de la violence qui nécessite selon lui une réponse républicaine rapide. Un séminaire gouvernemental doit d'ailleurs avoir lieu le 9 septembre à ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez par rapport donc à ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire du 9 septembre en matière de police, en matière de justice, en matière d'autorité? Vous savez, les séminaires, les colloques, les Grenelles, c'est très bien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'actes. On n'a pas besoin de séminaires, on a besoin de lois. On a besoin d'application des sanctions. On a besoin que les peines soient exécutées. On a besoin que nos policiers soient défendus et protégés. C'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peines qui ne sont pas exécutées. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui ne sont pas mises en œuvre. Aujourd'hui, on a libéré 13 000 détenus à cause du Covid et il n'y a plus de place dans nos prisons. Et donc, on ne peut pas exécuter ces peines. Aujourd'hui, il y a une police qui vit un malaise permanent parce que elle est accusée de beaucoup de maux et parce qu'elle n'a pas les moyens de son action. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. Et donc, oui, le compte n'y est pas. Et pour nous, très clairement, aujourd'hui,
On doit restaurer l'autorité républicaine, on doit rétablir l'état de droit, et là, le bras ne doit pas trembler. Le bras ne doit pas trembler. Rachida Dati, j'ai déjà parlé d'elle il y a quelques instants. Je recite une partie, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui dans le Parisien. Elle considère qu'il faut instaurer la responsabilité pénale dès 13 ans. Est-ce que c'est souhaitable et est-ce vraiment possible dans la mesure où la réforme de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs, on en a beaucoup parlé, notamment sous Nicolas Sarkozy, et on n'a jamais allé jusqu'au bout. Oui, mais je crois que c'est un sujet qui ne doit pas être un sujet tabou et Rachida Dati a raison de le mettre sur la table. On l'a constaté lors des violences sur les Champs-Élysées suite au match PSG-Bayern. On a vu qu'il y avait beaucoup de mineurs. Et donc, face à ces mineurs, il faut une réponse immédiate. Moi, je suis par exemple pour le rétablissement des travaux d'intérêt général. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a faute, il doit y avoir jugement et sanction qui doit s'opérer dans les 48 heures. Attendez, une précision. Une précision. Vous dites, je suis pour le rétablissement des travaux d'intérêt général. Vous ne parlez pas seulement pour les mineurs, vous parlez pour tout le monde. Hein. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Pour tout le monde, mais notamment pour les mineurs, mais pas seulement. Pourquoi ? Parce que pour les mineurs, il faut voir si la justice le permet. Oui, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui une défaillance dans la sanction. Il y a un sentiment d'impunité. Quand vous faites une faute, quand vous brûlez une voiture sur les Champs-Élysées, si dans les 48 heures, vous n'êtes pas jugé et que dans la semaine qui suit, vous ne réparez pas votre faute, alors il n'y a pas de valeur d'exemple. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'ensuite, c'est des procès qui durent très longtemps. On sait que quand on a des peines de prison inférieures à 2 ans, de toute façon, elles ne sont pas exécutées, on ne va pas en prison en tant que tel. Et donc, c'est ce système-là qui ne va pas. Il faut une sanction immédiate, forte, proportionnée, mais qui permet à chaque jeune de comprendre que quand on enfreint la règle, on est sanctionné. Donc, sécurité, autorité, toujours la droite surfe en cette rentrée 2020 sur le thème de la sécurité. On vient de vous entendre. On a aussi entendu hier le président du Sénat, Gérard Larcher, dénoncer ce qu'il appelle l'impuissance de l'État régalien. Valérie Pécresse juge que la sanction est l'angle mort d'Emmanuel Macron, un peu ce que vous dites. Bruno Retailleau considère qu'il n'y a plus d'autorité. Est-ce que vous n'en faites pas trop sur le thème de la sécurité et l'autorité ? Pour des raisons politiques, politiciennes. Non, mais vous savez d'ailleurs, on n'est pas là pour surfer sur le thème de l'autorité. On est là tout simplement pour faire des propositions très concrètes pour résoudre la question de l'insécurité que les Français vivent et supportent au quotidien. Et nous avons des mesures et des propositions très concrètes. Éric Ciotti en avait déjà mis un certain nombre sur la table, par exemple le rétablissement des peines planchées qui nous semble très important. J'ai moi-même fait une proposition de mise en place d'un service à la nation pour qu'on puisse réapprendre à vivre ensemble. Donc les Républicains sont une force de proposition. On n'est pas là pour surfer sur l'autorité, mais il y a aujourd'hui des manques, il y a des lacunes, il y a beaucoup de discours, beaucoup de paroles, beaucoup de mots, mais la réalité, c'est que l'insécurité, elle augmente en France et elle est croissante, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de zones de non-droit qui se démultiplient. Donc c'est une politique globale, ce n'est pas facile, mais il faut pouvoir agir fort. Je cite un autre dirigeant des Républicains, votre vice-président Gilles Platré. Il dit qu'il y a un risque de guerre civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? En tout cas, il y a un risque de fracturation de la société française, ça c'est certain. Il y a un risque d'une société qui se fait face à face. Rappelez-vous les paroles de Gérard Collomb, qui avant de partir de Place Beauvau disait on a une société qui va être face à face. Et moi, c'est ça que je ne veux pas. C'est une société qui se fait face. Et donc, pour éviter cela, il faut rétablir l'ordre républicain. Il faut avoir le courage. Ça passe d'abord par des moyens supplémentaires sur la police, par un changement de doctrine aussi pour que nos policiers soient pas simplement une force d'interposition type casque bleu qui ne peut pas réagir, par des sanctions immédiates et proportionnées, et par également un travail de plus long terme, comme ce service à la nation, qui permettrait justement aux jeunes de comprendre que quand on vit dans une société ensemble, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs et des règles à respecter. Le service à la nation, c'est peut-être quelque part un peu ce qu'essaie de faire le gouvernement depuis 2 ans. Par rapport aux moyens, le budget du ministère de la Justice et celui de l'Intérieur ont augmenté. Et ce que vous disent aussi Emmanuel Macron, le Premier ministre et ses ministres, c'est que les 10 000 postes de policiers qui ont été ou policiers et gendarmes qui ont été supprimés pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy seront rétablis d'ici à la fin du quinquennat. Oui, alors je sais qu'on utilise toujours cet argument de la suppression des policiers pendant le quinquennat de Sarkozy. Enfin, ça date maintenant de 10 ans. Il faudrait quand même que chacun se prenne ses responsabilités et regarde l'avenir en face. La réalité, c'est que le gouvernement ne fait pas un service à la nation. Il propose une journée de citoyenneté ou un service civique au rabais. Mais ça ne fonctionnera pas. Un service à la nation, c'est autour de l'armée, de la police, de la justice et des pompiers, autour des fonctions régaliennes de l'État, pour réapprendre à vivre ensemble. Donc oui, il faut des moyens supplémentaires. Mais aujourd'hui, le compte n'y est pas. C'est pas parce que vous allez augmenter de quelques millions d'euros le budget de la justice ou le budget de l'intérieur
qu'on va régler les problèmes en France. Non, la réalité, c'est pas simplement une question de moyens, c'est une question aussi de volonté politique, et c'est une question aussi de mesures qui seront prises. Et donc, oui, il faut des moyens supplémentaires, et d'ailleurs, ils ne sont pas tous au rendez-vous dans toutes les villes de France, on le constate malheureusement aujourd'hui, mais au-delà des moyens, il faut surtout une réponse de l'État qui soit plus forte. Il y a des choses qui sont encourageantes, il y a des mots qui vont dans le bon sens, notamment de la part du ministre de l'Intérieur, mais ça reste malheureusement aujourd'hui insuffisant. Alors, une question qui concerne votre famille politique, Damien Abad. Comment on fait pour s'opposer au gouvernement quand le Premier ministre, une partie du gouvernement, et notamment le ministre de l'économie ou celui de l'Intérieur, pour ne parler que d'eux, sont issus de votre parti? Eh bien, on le fait avec intelligence et on démontre les écarts qu'il y a et le gouffre qu'il y a entre les paroles et les actes. Vous avez cité des ministres de droite, il y a aussi des ministres de gauche dans ce gouvernement. Il y a aussi une ministre de l'Environnement qui prône une idéologie marxiste sur la question écologique. Vous êtes sûr? Il y a aussi, oui, il y a aussi une majorité de gauche qui s'oppose, par exemple, au ministre de l'Intérieur lorsqu'il parle d'ensauvagement de la société française. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Donc, le rôle de la droite, c'est de lever les ambiguïtés, les contradictions et les écarts qu'il y a entre les paroles et les actes pour reconquérir le cœur des Français. Les Français, aujourd'hui, ils veulent une vraie politique de fermeté, de courage et d'autorité. Et seule la droite républicaine peut l'incarner, et elle l'incarnera sans discontinuité. Et c'est ça la différence. Alors ensuite, il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens, je l'ai dit tout à l'heure sur le plan de relance. Mais vous savez, on a vu une chose sur la réforme des retraites. Vous avez dit, oh là là, mais c'est une réforme de droite. Finalement, c'est la réforme que la droite a toujours rêvé. On a vu le résultat. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de réforme. Et là, Emmanuel Macron vous dit, la réforme de retraite, elle sera faite avant la fin du quinquennat. Vous dites banco? Oui, mais enfin, elle devrait déjà être votée. Damien Abad, on en vient à la vie interne de votre mouvement, des Républicains. Christian Jacob n'est pas favorable aux primaires présidentielles. Bruno Retailleau, le président du groupe des sénateurs LR, y est favorable. Il a même plaidé hier à la Baule pour que la droite organise une primaire ouverte afin de choisir son candidat de 2022 et le désigne, a-t-il dit, avant l'été. Et lui, d'ailleurs, Retailleau, dit clairement qu'il veut en être. Est-ce que vous êtes sur la ligne Retailleau ou est-ce que vous êtes sur la ligne Jacob, Damien Abad? Je crois qu'il est urgent pour la droite d'éviter le poison de la division. Il faut qu'on soit très clair. La primaire telle qu'elle a existé aujourd'hui, elle est révolue pour deux raisons. D'abord parce que les principaux protagonistes, en l'occurrence Xavier Bertrand et François Baroin, n'en veulent pas. Et ensuite parce que vous en êtes sûr de ça? Vous en êtes sûr de ça? Ils ne reviendront pas en arrière? Bah, écoutez, je pense en tout cas que très clairement, voilà, il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont seulement candidats pour la droite et qui ne veulent pas de cette primaire. Et la deuxième chose négative de la primaire, c'est que ça crée des couloirs de nage avec des tensions et des différenciations qui sont importantes. C'est difficile ensuite pour la droite de se rassembler. Mais il nous faut quand même un processus de départage. Et moi, je souhaite que ce processus il soit arrêté avant Noël avec des règles claires, établies, afin que chacun y trouve son compte. Et pour cela, ça nécessite que tout le monde se mette autour de la table et discute et échange autour du président du parti, Christian Jacob. Processus arrêté avant Noël, ça veut dire que ça doit aller très vite, hein? C'est ça que vous dites? Oui, mais que les règles du jeu soient claires. Pourquoi? Parce qu'il y a deux écueils à éviter pour la droite française aujourd'hui. C'est celui du nombrilisme, où on parlerait matin, midi et soir de la primaire et de la question de la candidature à l'élection présidentielle, où les Français vivent une crise sanitaire et économique majeure. Et l'autre écueil, c'est celui de la non-décision, et donc finalement, de certains nombres de poisons lents de la division qui s'installent à droite. Eh bien, je pense qu'il faut, pour éviter ces deux écueils, il faut que tout le monde se parle, que tout le monde échange, se rassemble et définisse des règles du jeu claires, comme l'a rappelé d'ailleurs Gérard Larcher à juste titre. Règles du jeu claires, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit une primaire comme celle qui a existé en 2016. Est-ce que ça veut dire que ce sont les militants, les dirigeants du parti, les responsables de la droite qui devront décider en cercle clos? Je pense qu'il faut inventer un nouveau système. On a la chance d'avoir un parti avec beaucoup d'élus locaux, avec beaucoup de parlementaires. Je suis même président du groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup de militants. Eh bien, il faut que toutes ces personnes-là puissent prendre part au processus de décision, de choix de notre candidat. Et donc, que ce soit les élus locaux, les parlementaires, les militants ou les sympathisants. Donc, il y a un système nouveau à inventer qui n'est pas la primaire telle que nous l'avons connue. Et puis, au-delà de ça, je dis aussi, n'oublions pas le champ des idées. Vous savez, moi, je suis pour la primaire des idées. Je défends l'idée que la droite
travaille, par exemple, sur la question écologique, sur la question économique, sur la question sécuritaire. Et ça, c'est aussi très important de coller à l'actualité politique. Alors, il y a aussi ce qui est important, c'est le choix de l'homme, le choix du candidat. François Baroin avait annoncé qu'il ferait son choix avant l'automne. Est-ce que vous croyez qu'il ira jusqu'au bout, ou est-ce que vous dites que la candidature Baroin, c'est du pipeau, premièrement? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Baroin, possible ou pas? Moi, je respecte François Baroin l'a dit très clairement, il rendra compte de sa décision à l'automne. C'est une décision personnelle et je trouve que ce calendrier est tout à fait équilibré. N'oublions jamais que Emmanuel Macron a été candidat à l'élection présidentielle finalement très tardivement. Alors aussi, vous concernant, Damien Abad, on nous dit que vous êtes l'un des soutiens à la candidature de Xavier Bertrand. Est-ce que vous êtes vraiment derrière lui? Non, je dis simplement que Xavier Bertrand a beaucoup de qualités. Ouais. C'est un homme compétent qui a fait la preuve, je dirais, de sa compétence en tant que président de région. Il a rappelé qu'il était de droite. Il a une envie, il a une volonté, il est déterminé. Et donc, la droite ne peut pas balayer sa candidature d'un revers de main. Je dis aujourd'hui qu'il a des atouts comme d'autres. Vous avez cité François Baroin, j'ai entendu Valérie hier. Talent à droite mieux. À la fin, il devrait rester ni deux, un seul. Et aujourd'hui, c'est trop tôt pour trancher. Mais en tout cas, Xavier Bertrand a des atouts et des qualités indéniables. Et donc, vous pourriez être derrière sa candidature, Damien Abad? Non, mais la question de derrière telle ou telle candidature ne se pose pas. D'abord parce que, vous l'avez dit vous-même, on ne connaît pas le choix de François Baroin pour le moment. Ensuite, parce qu'il peut y avoir d'autres candidatures. J'ai vu aussi Bruno Retailleau, qui est quelqu'un de compétent, sérieux et solide, qui pourrait être candidat. Valérie Pécresse. Donc, vous savez, moi, je suis président de groupe. En tant que président de groupe, ma responsabilité, elle est de jouer collectif. Elle est de rassembler et de faire en sorte que celles et ceux qui soutiennent tel ou tel candidat se sentent bien dans notre groupe et dans notre famille politique. Et c'est ça pour la priorité, c'est montrer qu'on est la première force d'opposition et d'alternance à ce gouvernement. Alors, autre question qui concerne votre famille politique, Damien Abad. L'événement d'été à droite a été le succès de librairie de Nicolas Sarkozy. L'ancien président est-il devenu une rockstar ou est-ce encore un recours possible? Les deux. Vous savez, Nicolas Sarkozy, il a une place à part à droite. Nicolas Sarkozy a une place à part à droite et en France et dans le cœur des Français. Être toujours en tête des ventes à chaque fois qu'il fait un livre, c'est quand même un symbole très fort de l'attachement des Français à l'ancien président de la République. Et donc là aussi, moi je souhaite que pour la droite, ce n'est pas un problème, ce n'est pas encombrant, c'est au contraire une chance. C'est à la fois effectivement une espérance, une chance et surtout quelqu'un qui a des idées, qu'il a rappelé d'ailleurs dans le livre que j'ai lu cet été. Il a dit à juste titre son analyse de la crise, c'est un homme de crise et donc forcément que son expertise, sa compétence et la manière dont il nous intéresse. Et je vous demandais si ça pouvait être un recours possible, si Nicolas Sarkozy pouvait être un recours pour votre famille politique. Nicolas Sarkozy a dit qu'il était aujourd'hui sorti du jeu politique, donc il ne peut pas être possible tant que lui-même ne souhaite plus rentrer dans l'arène politique. Donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est le dernier président de la République de droite. C'est une personne qui est écoutée, qui est respectée et qui mérite notre considération. Et ensuite, on verra en fonction des circonstances ce qui pourra être envisagé ou pas. Alors, une dernière question, Damien Abad. Le procès des massacres de Charlie Hebdo d'Hypercacher débute mardi à Paris. Qu'est-ce que vous en attendez d'abord? Et puis au-delà, il y a 5 ans, tout le monde scandait « Je suis Charlie, je suis juif, je suis policier ». 5 ans après, il apparaît que les Français ne sont plus dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a bugué, entre guillemets, dans la société française, Damien Abad? Bon, d'abord, sur les attentes en ce qui concerne le procès, c'est une attente, comme tous les Français, de vérité, de clarté, de transparence et de condamnation, là où pour les fautifs, bien entendu. Ensuite, vous avez raison. Moi, j'ai le souvenir de janvier 2015 où on était tous Charlie, où on défilait, on faisait une nation commune et unie. Malheureusement, aujourd'hui, cet esprit Charlie s'est effondré, s'est fissuré sous l'autel de la crise économique, sociale, politique et morale de plus en plus forte en France. Et pourtant, on a besoin de cet esprit. On a besoin de faire corps ensemble. Alors, il faut pour cela soigner et penser les plaies et les fractures de la société française. C'est en agissant sur la sécurité, sur l'emploi, sur les territoires, sur la politique sociale, sur le handicap, sur la dépendance,
eh bien, qu'on pourra corriger cela et retrouver cet esprit Charlie. Vous savez, j'ai le souvenir aussi de l'effet Coupe du Monde en 1998 qui était retombé très vite. Et là, malheureusement, cet esprit Charlie, il faut le garder. Il faut pas oublier aussi, je pense que ça, c'est un point aussi important, qu'il y a des minorités en France qui doivent être protégées, qui doivent être défendues. Et ne pas oublier non plus que quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, eh bien, quand on vit en France, on mérite à la fois le respect et la sécurité. Merci Damien Abad d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.